Et voilà, en direct de Kinactu, depuis Kinshasa, mesdames et messieurs, bienvenue à ce magazine Actu 60, un magazine de décryptage sociopolitique. Il est encore revenu sur notre plateau, Eddy Botela Bassouli, analyste politique indépendant et puis un entrepreneur. Mesdames et messieurs, avec lui, nous allons décrypter sur, c'est vrai, plusieurs ont réagi par rapport à son passage sur son plateau. Vous avez aimé son intervention, vous avez voulu qu'il revienne sur les aspects sociopolitiques, socio-économiques, diplomatiques, changement des mentalités et création de la classe moyenne. Nous allons aussi parler sur d'autres questions d'actualité politique. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue. Monsieur Eddy Botela, bonsoir. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Ça va? Ça va. La santé, ça va? Ça va, tout va bien. Et voilà, d'entrée de jeu, vous étiez vraiment réclamé par rapport à l'émission dernière. Ma question est celle de savoir sur l'aspect social et économique. Comment comptez-vous, quelles sont les idées à mettre sur pied pour relever ce grand défi? Merci beaucoup pour la question. Je vais y revenir un peu. Sur le plan socio-économique dans notre pays, j'avais dit qu'il faudra qu'on travaille sur la création de la classe moyenne. C'est vrai qu'il y a déjà certains instruments qui ont été mis en place par le gouvernement. On peut citer l'agence pour la sous-traitance, l'agence pour l'entrepreneuriat des jeunes, tous ces projets qui sont créés autour de ça. Je demanderai, pour moi, il faudra que ces projets soient, disons, encadrés, qu'il y ait une synergie entre tous ces projets-là. Parce qu'on a l'impression que chacun vole un peu de son côté et il n'y a pas une idéologie, une même idéologie derrière. C'est vrai que tous vont pour appuyer le projet du chef de l'État, mais sur le terrain, on sent un peu un éparpillement. Il faudra que tous ces projets se mettent ensemble et qu'ils aient une même vision. Quelles sont les priorités? Voilà, la priorité, je crois, ça sera dans les formations. C'est vrai que notre système éducatif, c'est un bon système, mais c'est un système qui était plus focus, centré vers la théorie. Il faudra qu'il y ait beaucoup plus de formation dans la pratique pour montrer aux gens quel est le domaine de spécificité qui devrait se concentrer et dans lesquels il devrait évoluer dans les affaires, quoi. Ça, c'est très important. Il faudrait qu'on multiplie les centres de formation professionnelle. L'INPP fait déjà un bon travail, mais il faut encore faire beaucoup de INPP, des privés et même publics, pour qu'on arrive à atteindre ce défi-là de créer une classe moyenne. Est-ce que ça ne sera pas, comment je veux dire, une rivalité avec les universités? Pas du tout, pas du tout. L'INPP va compléter, la formation professionnelle va compléter. Nous savons la manière dont les choses se présentent dans notre pays. Ouais. Ça risquerait de constituer une adversité avec les universités. Parce que les gens vont penser peut-être, après avoir obtenu son diplôme ou on n'a pas de diplôme, aller dans un centre, se focaliser sur un domaine précis. Vous voyez, au lieu d'aller faire l'université qui nécessite beaucoup un peu de moyens académiques. Oui, mais c'est vrai. Il faut qu'on comprenne le système de formation. L'université forme des cadres. Tel qu'elle est conçue, ça forme les cadres. Et les cadres sont dans la conception. Mais quelque part, il y a une inadéquation entre... on a observé une inadéquation entre la conception et la mise en pratique. Ces centres-là doivent se placer donc au milieu pour le cas des cadres, leur montrer comment on peut mettre en pratique ce qu'ils ont conçu à l'université. Tu vas voir, il y a de bons économistes, mais un bon économiste qui distingue à l'université, mais quand tu lui donnes à gérer une boutique, il n'arrive pas à y arriver. C'est pourquoi? Parce qu'il a manqué cet aspect pratique. On t'enseigne pas à l'université, par exemple, que l'argent, quand tu vends, quand tu fais entrer l'argent à l'université, dans ton commerce, tu ne dois pas tout consommer. La propension des cadres de nos cadres au luxe, par exemple, c'est quelque chose, quand tu es dans la pratique, tu ne le fais pas. Les grands commerçants, tu vas voir des grands commerçants, ils ne sont jamais dans le luxe. Le luxe peut venir après, mais d'abord, ils se concentrent à travailler, à produire. Ce qui est important, c'est produire, ce n'est pas dépenser.
Ce sont des notions qui doivent être apprises, encore approfondies dans les centres de formation professionnelle, et nos jeunes doivent participer à ça. Mais le comble aujourd'hui, la plupart des jeunes ou la plupart de certaines personnes veulent plus se focaliser dans la politique. Vous comprenez? Ils fuient l'entrepreneuriat, ils fuient l'économie. Ils peuvent faire l'économie, mais ils veulent plus se focaliser dans la politique. Sous prétexte, l'argent est rapide là-bas. On gagne sa vie plus rapidement dans la politique. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a tant de partis politiques qui se multiplient au jour le jour. Vous avez raison, vous avez raison. Encore là, une fois, il faudra qu'on y pense, que le pouvoir public pense à décourager ce genre de comportement. Effectivement, on observe que c'est dans la politique où l'ascension est plus rapide. Et avec tous les mots qui suivent, c'est-à-dire corruption, ainsi de suite, c'est quelque chose qu'il faut décourager. Quand il y aura des contrôles, des procès, quand on va bien contrôler les finances publiques, je crois que cette propension va diminuer. Mais aussi, il faut privilégier l'autre côté. Il faudra beaucoup de financement et d'encadrement, surtout l'encadrement. Je crois qu'il y a un problème surtout d'information. Information ou formation, c'est la même chose pour moi, parce que l'information peut donner la connaissance. C'est la même chose que la formation. Donc, il y a ce problème-là sur lequel on peut jouer. Si on joue sur ça, après 2 ou 3 ans, les choses peuvent changer. Les choses peuvent changer. Partout dans tout le monde, il y a la politique. Hein. Partout au monde, dans tous les pays, il y a la politique. Mais ce n'est pas comme chez nous. La politique prend tout le monde et il reste... La politique prend les dessus, comme certains même disent que c'est la politique qui possède le droit, donc ça prend vraiment les dessus. Ouais, c'est ça le comble. C'est une propension à combattre. Et ça, c'est pas seulement le gouvernement, et toute la société, comment on appelle ça, la société civile, les associations, tous nous devons nous mettre debout et dire « niet ». Pas cette histoire-là. On va laisser les politiciens faire la politique, mais il y a des gens qui peuvent faire aussi des autres domaines, quoi. Toujours dans ce même aspect, lorsque nous martelons plus sur l'aspect sociopolitique, on a plus besoin du développement. Et pour que ce développement soit réel et concret, comment y parvenir? Ouais, il y a une petite clé à dire que c'est la distribution de revenu national. Il faudra voir au niveau du gouvernement quelle est la propension du revenu national qui est redistribué aux autres. Maintenant, il y a une sorte de déséquilibre où la grande partie du revenu national est utilisée par les institutions. Les institutions, le fonctionnement des institutions, ainsi de suite, et toute autre dépense qui est liée au fonctionnement des institutions, c'est eux qui prennent la plus grande part du revenu. Ça, c'est quelque chose, encore une fois, qu'il faudra corriger. La réduction du train de vie des institutions. Ouais, ça c'est très important. Et je crois, le président même en a parlé à plusieurs reprises, il faudra qu'on passe maintenant à l'acte. Qu'on passe à l'acte. Réduction des trains de vie des institutions, les frais d'émission, les frais de fonctionnement, tout ce qui est autour des institutions qui n'est pas rémunération, ça doit être réduit. C'est ça le problème. Est-ce que cette situation va-t-elle passer au Parlement? Parce que les députés qui légifèrent des lois ont aussi des ambitions de devenir ministres. Étant ministre aujourd'hui, il aura aussi besoin d'obtenir ses frais de fonctionnement comme les autres. C'est ça le problème aussi que nous avions, un problème d'hommes dans notre société. Ouais, ça c'est un grand problème. Mais quand même, je crois que pour le moment, tel que les choses se présentent, il y a une institution, pour moi, qui peut bien jouer le rôle, c'est la présidence de la République, le président de la République. Lui, pour le moment, il a comme un peu un consensus autour de lui. Et à partir de lui, il peut impulser quelque chose qui peut réussir. Et au Parlement et dans toutes les institutions. Ça, c'est très important. Il faudra, si on veut changer les choses, c'est lui qui devra s'impliquer le premier. Et faire les choses. Et je crois qu'il en est capable. Donnons-lui la chance de l'observer pendant ces années qui viennent. Alors, parlons un peu sur l'aspect diplomatique. Comment y parvenir? Comment réussir?
Ouais, ça c'est un grand chantier aussi. Moi, j'ai toujours pensé, j'ai dit, sur le plan diplomatique, on est en train de, disons, dilapider nos ressources sur le plan diplomatique. Parce que notre diplomatie est comme une diplomatie de prestige. Il faudra aller et réfléchir très fort pour atteindre ce que moi j'appelle une diplomatie économique. C'est-à-dire quoi? Toutes nos représentations doivent justifier des apports économiques. On peut aller même plus loin. J'ai toujours réfléchi par rapport à la diplomatie, dire qu'il faudra que, parlant d'économie, utiliser notre... On a une richesse ici au Congo qu'on oublie souvent, c'est notre culture, notre musique. Partout où je suis parti dans mes voyages, dans les vacances, quand j'ai un peu de temps, on parle que de la musique congolaise. Beaucoup de gens sont, beaucoup de pays, dans beaucoup de pays, tu vas trouver, on ne parle même pas des fois, ils oublient même qu'il y a la guerre au Congo, mais on met en premier lieu la musique. Si nos représentations utilisaient cette musique-là pour vendre le pays, seulement pas vendre le pays, et aussi gagner quelque chose. Tu t'imagines que dans chaque ambassade, qui est un diplomate qui s'occupe de la culture. C'est-à-dire, par exemple, au Brésil, il va là, il étudie le marché, il commence à appeler les musiciens congolais, ils vont là, ils chantent, ils font entrer de l'argent. Parce que c'est de l'économie. Tout ce qu'on pense, c'est l'économie. On a vu ici le dernier concert, quand on parle d'actualité, le dernier concert de Mike Kalambai. Oui. Les gens parlent en termes de centaines de millions de dollars, des centaines de milliers de dollars comme recette. Dans d'autres pays, on peut faire mieux. Tu t'imagines, ils organisent ça et on fait entrer de l'argent. Ces devises-là seront consommées au Congo. Ça sera plus que le cuivre et ainsi de suite. Tu t'imagines, on a combien de grandes stars au Congo? Si on a 10 grandes stars qui font le tour du monde, chaque mois dans tel pays, chaque mois dans tel pays, on peut faire entrer dessus. Par contre, la diplomatie, vous êtes au courant qu'il y avait eu un contrat signé entre la RDC et le Rwanda par rapport à aux raffineries de l'or. Est-ce que ce n'était pas un contrat de la honte? Est-ce que c'est réellement cette diplomatie nécessitait que nous puissions signer un contrat avec un pays agresseur? J'ai suivi... Parce que lorsqu'il y a l'insécurité, il n'y a pas aussi... C'est pas pour défendre le dossier, mais j'ai assez suivi ce dossier-là. Oui, oui. Je crois qu'à l'époque, il était question de montrer au monde que la RDC n'est pas un pays qui ne partage pas. Il fallait montrer au monde qu'on est capable de faire participer nos voisins dans nos richesses. Et ça, c'est très hypocrite. La diplomatie, c'est quelque part l'hypocrisie. Mais l'hypocrisie de mauvais goût, ça. Oui, mais ça dépend. Tout ce qui compte, c'est le résultat. Si pour vous, le résultat, c'est, je dirais entre guillemets, assujettir sur le plan économique un pays donné, c'est ça. C'est ce que font les Occidentaux. Ils vous aident et commencent à vous gérer à partir de ces aides-là. C'est ce qu'ils font, même si vous êtes des ennemis, même s'ils pensent que ça ne vaut pas la peine, ils vont vous aider parce qu'à partir de ces aides-là, ils vont commencer à vous demander des choses. Si vous n'exécutez pas, ils coupent le contrat. Or, dans ce sens-là, je crois que ça a été conçu. Et bon, malheureusement, ça n'a pas marché. Alors, la construction de chemin de fer entre l'Ouganda et la RDC, c'est aussi un pays agresseur, non? Ouais. Parlant des pays voisins... Dans tout ça, que gagne la RDC? Oui, parlant des pays voisins, comme dit le président souvent, et comme beaucoup de gens pensent, ces pays-là on ne peut jamais les déplacer. Ils resteront toujours nos voisins. Et il y a beaucoup d'opérations qui se font entre nos populations qui sont à la frontière et ces pays-là. Par exemple, je vais prendre l'exemple de Beni et Butembo. Si on ferme la frontière entre l'Ouganda, ça sera asphyxier cette partie-là. Donc, on est obligé de commercer, d'avoir des relations économiques avec ces pays-là. Mais maintenant, il faudra que tout ça soit fait avec stratégie. Tout ça soit fait avec stratégie. Parlant du chemin de fer, par exemple, je sais que si on fait un chemin de fer là,
ça va favoriser les échanges. Mais de notre côté, il faudra qu'on soit prêt en sachant que s'il y a un chemin de fer, ça va être des échanges, il faudra que ces échanges-là soient gérés. Il ne faudra pas que n'importe quoi sorte de notre pays. Quels sont les mécanismes qu'on va mettre sur place? Il faut déjà qu'on dévance ça. Comment on va contrôler le plus les frontières? Nos frontières, est-ce qu'on va les laisser comme ça? Comment on va les contrôler? C'est là que mon idée d'un corps de protection des frontières vient. C'est-à-dire, il faudra que dans notre pays, on ait un corps de protection des frontières. La frontière ne peut pas être protégée par la DGDA. Non, la DGDA, c'est la douane. Ils font leur histoire de marchandises. Mais il y a des frontières qui ne sont pas des douanes. Qui protège ces frontières-là? Ce n'est pas la police, ce n'est pas l'armée, ce n'est pas leur rôle. L'armée, c'est faire la guerre. La police, c'est protéger la population. Mais il faudra un corps spécial pour protéger les frontières. Et ça, c'est une proposition encore. Ça pourra renforcer la sécurité et ça pourra donner du travail aux jeunes gens qui manquent du travail. Alors, parlons un peu du tourisme. Ouais, le tourisme, encore une fois. Apparemment, ça n'a pas assez d'impact dans notre pays. Ouais. Nous voyons qu'il y a d'autres pays qui sont développés par rapport au tourisme. C'est comme, je dis, comme le tourisme, j'ai parlé l'exemple de la culture. Le tourisme, c'est encore un autre domaine qui n'est pas exploité. J'ai fait aussi quelques visites dans le pays. Et dans d'autres pays, j'ai visité des parcs. Si tu vois la richesse qu'a nos parcs, ça n'a rien à voir avec ce que tu vois dans les pays limitrophes. J'ai été au Kenya pendant plusieurs années et j'ai visité les parcs du Kenya. Ça n'a rien à voir. Notre richesse touristique est 5, 10 fois plus que le Kenya. Mais le Kenya fait plus de recettes que le Congo sur le tourisme. C'est un domaine que nous devons exploiter sérieusement, le tourisme. Ça, c'est quoi? C'est le cobalt, c'est l'or, c'est les animaux. Aux zoos, les animaux. En tout cas, on n'a plus rien aux zoos. Les jardins botaniques semblent-ils être abandonnés. On ne comprend rien vraiment. Ouais, tout ça, il faudra qu'on mette une attention particulière sur ça. Les zoos, les parcs, tout ça doit être organisé. On a beaucoup d'animaux, mais je crois qu'il y a un problème d'organisation. Il y a une taxe qui est perçue ici. Il y a une taxe qui est perçue dans tous les hôtels. Tous les bars ici payent une taxe qu'on appelle taxe de tourisme. Cet argent-là doit servir pour investir dans ces parcs et ces eaux-là et attirer le plus de gens possible. Ça, c'est très important. Et faire aussi une police de touristes. Un touriste qui vient ici, il doit être sécurisé. Il doit se sentir en sécurité. C'est un domaine qui peut nous produire rapidement des dollars si nous organisons. Mais j'ai toujours dit, je vais donner un exemple, la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa peut nous amener beaucoup de tourisme. Prenons par exemple, on donne un exemple, on décrète que la ville de Kinshasa est la capitale de l'ambiance pendant 2 mois. Parce que c'est déjà la capitale de l'ambiance. Mais on n'exploite pas ça. On dit partout au monde entier, on dit, si tu es jeune, européen, américain, tu veux te défouler un peu, apprendre la rumba et apprendre un peu de nos jeunes ici, toutes les danses qu'ils font, allez à Kinshasa. Vous allez avoir des milliers et des millions de gens qui vont venir ici et ils vont nous amener des dollars, ils vont consommer, ils vont manger, ils vont boire ici, ils vont nous amener des dollars et on fixe ça du mois de juillet à août. Juste ça. Ils viennent, avant c'était la Fikine, on relance la Fikine. La Fikine n'existe plus, on ne sait pas où amener les enfants. On relance la Fikine et il y a tous ces... La Fikine s'est déguisée en Nana Nikuzu. Tous ces, comment on appelle, ces orchestres qui sont ici, ils jouent des grands concerts, les jeunes européens viennent, ils dansent, ils se défoulent, ils apprennent un peu de lingala, la meilleure langue du monde, et ainsi de suite, ils rentrent très contents. Et après, l'année prochaine, ainsi de suite, on crée une culture et vous allez voir que les dollars vont pleuvoir ici. Seulement, il faut les sécuriser. Et c'est possible. Il faut les sécuriser si on a une bonne mentalité. Vous savez bien, on est nommé ministre aujourd'hui. Dans une semaine, on a 6 immeubles. Dans un mois, on détourne des millions. Il y a maintenant ce qu'on dit une ligue de champions de détourneurs.
Avec quelle mentalité? Parle un peu du changement des mentalités des Congolais. Ouais, ça c'est... Bon, le Congo c'est un chantier. Hein. Tout ce que vous dites comme question là, c'est vrai qu'il y a des choses qui marchent un peu, mais il y a... Parmi les questions, vous voulez effectivement qu'on y travaille, c'est très normal, ce sont des problèmes qui se posent chez nous. Un autre chantier, c'est celui-là, le changement de mentalité. Il y a même un ministère qui se charge de ça. Et il faudra qu'on travaille là-dessus. J'ai toujours dit que si on ne change pas de mentalité au Congo, un jour on va se réveiller et ce pays n'existe plus. Ce sera peut-être... ça va changer de nom, ça aura peut-être un autre nom ou je ne sais pas quoi. Parce que certaines personnes qui aiment l'argent ont vendu ce pays, auraient vendu ce pays-là. À ce moment-là, on va se réveiller et il n'y aura pas ce pays. Donc ça, il faudra que tout Congolais, tout citoyen s'y mette bien. S'y mettre bien pour dire que nous devons lutter contre la corruption. La corruption, c'est un cancer. Si on n'y met pas garde, ça aura des conséquences terribles pour ce pays. Nous devons combattre sérieusement la corruption comme on est mobilisé à combattre le M23 et toute sa corde des mouvements là. Alors, comment arriver à changer les mentalités de Congolais? D'abord, le Congolais lui-même, lorsqu'il est quelque part, il dit comment arriver, dites-moi un peu. Ouais. Quels sont les mécanismes à mettre sur pied? Ouais, ça c'est... Il faut qu'on y réfléchisse. Le patriotisme est là. En tant qu'État, nous devons y réfléchir. Et déjà, j'ai lancé un mot, j'ai dit, si on y met garde dans ce pays, avec la corruption, un jour on va se réveiller et il n'y aura plus de Congo. Ça, au moins, ça intéresse tout le monde. Le Congo intéresse tout le monde. À partir de là, on peut dire, commençons à réfléchir. Comment combattre la corruption? Il faudra renforcer la sanction. Il faudra renforcer la sanction. Ça, il n'y a rien à dire. Maintenant, on voit que les gens détournent. Après quelques temps poursuivis avec le problème de notre justice, ils sont en liberté. Il y a un problème dans la sanction. Il faudra renforcer la sanction. Quand les gens vont savoir que quand tu voles, tu es pendu, je crois que quelques temps après, les gens vont se... Sans sanction, on ne peut rien faire. Vous souhaitez la pendaison. Mais le droit de l'homme va sera sur vos têtes. Hein? Ouais, mais si on décide, nous tous en tant que peuple, que cette personne-là qui fait ça mérite telle sanction, ben, je crois que les droits de l'homme... Je ne suis pas juriste malheureusement, mais je crois qu'en tant que peuple, nous devons prendre des options. Peut-être pas aller jusqu'à la pendaison, ouais, mais je sais qu'aux États-Unis, par exemple, on applique la peine de mort. C'est pas pour autant que... C'est pas pour autant qu'ils ne respectent pas les droits de l'homme. Si les procès sont bien conduits, tous les accusés, on a des preuves que tel a fait ceci, ainsi de suite, et qu'on se mette d'accord qu'on s'est entendu que si tu fais ceci, tu es pendu, je crois qu'il n'y a pas de problème. Hein. Alors, toujours par rapport aux sanctions, il y a un problème de... Comment on appelle ça? De protéger. Il y a ceux-là qui sont de protéger, ceux-là qui ont de fortes relations. Vous comprenez? On t'arrête aujourd'hui, on l'arrête à 18h, à 19h il sort. Cette situation. Oui, tout ça c'est la corruption. C'est la corruption. Le fait de... Le clientélisme, oui, ou en tout cas le fait de jouer de sa position pour avoir des avantages de telle sorte, c'est la corruption et tout ça doit être combattu avec la dernière énergie. Et dire, le peuple, notre peuple, si on est d'accord avec eux, et dire que tout celui qui est trempé dans la corruption n'aura plus sa place dans cette société. Il faut trouver un moyen pour le mettre à l'écart. Ça, c'est très important. J'aimerais un peu que nous revenions un peu sur cette question de la création de la classe moyenne. Aujourd'hui, parce que les gens insistent beaucoup sur cette question, on a créé la classe des nantis et des moins nantis. Vous imaginez, quelles sont les rubriques prioritaires à aborder pour que cette classe soit moyenne réellement?
Ouais, nous devons faire comme d'autres pays. Mais bon, ce qu'on doit noter aussi, c'est que dans tous les pays, on aura toujours les plus nantis et les moins nantis. Ça existe partout. Mais là, la lutte se trouve au niveau de trouver qu'il n'y ait pas trop de différences, de différences entre les plus nantis et les moins nantis. C'est pour ça qu'on dit créer cette classe moyenne-là. C'est pour ça qu'on dit créer cette classe moyenne. Je suis en train de voir les domaines qu'on doit privilégier le plus. Je peux citer par exemple l'agriculture. L'agriculture, on peut dire que ça peut être accessible à tout le monde. La sous-traitance, après formation bien sûr. Bon, tout demande de la formation et même l'agriculture aussi. Mais il y a l'agriculture en première position, la sous-traitance et les services. Ce sont là les trois domaines qui peuvent rapidement amener une plus-value pour qu'on puisse déjà parler à peut-être moyen terme d'une classe moyenne congolaise. Donc agriculture, sous-traitance dans les services. Agriculture et services. En parlant de la sous-traitance, il se pose un sérieux problème. Vous savez, supposons, je donne juste un exemple, un organisme qui emploie un service de sous-traitance. Ils s'organisent, ils s'entendent que les travailleurs seront peut-être payés à $600. Le tout dernier aura $300. Mais ce n'est pas ce qui se fait actuellement dans notre pays. Donc, comme ils sont sous-traités, je vous dis, ils perçoivent des salaires modiques. Mais apparemment, comment je vais dire, il y a une structure, le ministère des tutelles, vraiment ne s'y attelle pas par rapport à cette question. Même ceux qui travaillent dans le service de sécurité aujourd'hui, les Mamba, sans faire leur publicité, les Mamba, les Tango forts, traitent mal nos compatriotes congolais. Quelqu'un qui passe la nuit, qui fait la sentinelle, qui sort avec $120 et moindre pépin, je vous dis, on retranche beaucoup d'argent. Donc, c'est vraiment pitoyable, cette situation. Ouais, ce sont des problèmes, hein, ce sont des problèmes qui se posent dans notre pays. Oui, maintenant pour la sous-traitance, on a un organisme, une agence qui s'occupe de ça. Ils devraient voir tout ça. Je pense que l'agence qui s'occupe de la sous-traitance, le DG de cette agence-là est un homme dynamique. Et je crois qu'il doit prendre ce problème-là à bras le corps. C'est bien de parler des sous-traitants ou de la sous-traitance, mais il faut aussi voir eux-mêmes, les sous-traitants, comment ils traitent leurs employés. C'est ça le problème. Il faut qu'on entre en détail et dire que non, écoutez, vous recevez ça comme rémunération. On peut bien entrer dans la rémunération et dire que vous devez vos employés doivent atteindre au moins tel niveau de rémunération. Il y a un problème de suivi. Je crois. Ça, c'est possible parce que j'imagine que c'est l'agence qui agrée ces sous-traitants va aussi, disons, réguler les choses dans la sous-traitance. Ça, c'est très important. On ne peut pas agréer quelqu'un et le laisser faire ce qu'il veut. Et ça, je fais confiance à l'agence. Ils vont prendre ce problème-là. On le pose comme ça, qu'ils essayent d'en tenir compte. J'aimerais que nous parlions un peu sur l'élection définitive de membres du bureau du Sénat. Ouais. Comment vous trouvez cette question? Ouais, c'est vrai, c'est une question éminemment politique. L'élection d'une institution qui va donner la personne qui peut remplacer le président en cas de vacances, c'est quelque chose qui est très politique. Et tous les politiques ont ouvert, comme vous avez vu, leur intelligence et leur stratégie pour pouvoir gagner ce poste-là. Mais ils doivent aussi tenir compte que vous n'allez pas là seulement pour ça, il faut travailler pour le peuple. Il faudra que le prochain président du Sénat soit un homme qui rassemble, soit un homme qui soit un vrai syndicaliste pour les provinces. Vous allez voir ce que vous voyez. Parce que normalement, le Sénat, à part d'élire le remplaçant du président en cas de vacances, le Sénat aussi, c'est une chambre qui est là pour canaliser un peu les desiderata des provinces. Si vous regardez jusque-là, les provinces sont un peu laissées à elles-mêmes.
hein, le Sénat doit arriver à être vraiment le porte-parole, la chambre porte-parole des provinces. Qu'est-ce qui se passe à Maïndombe? Qu'est-ce qui se passe dans le Lolaba? Et comment on peut faire pour la Chouapa? Comment on peut travailler pour la Chopo? Ainsi de suite. Ça, c'est le vrai rôle du Sénat. Et non ce qu'on a vu jusque-là. C'est pour cela que certaines personnes, certains idées pensent, mais pourquoi on ne peut pas supprimer cette chambre-là? Qui est une chambre pour moi très très importante, si elle joue bien son rôle. Attendez, aujourd'hui, il y a une course batte qui vient encore revenir au Sénat. Selon nos informations, l'un des frères du chef de l'État est aussi candidat. Comment vous trouvez ça? Moi, j'ai vérifié l'information, mais je n'ai pas vu le frère du chef de l'État. S'il s'avérait vrai alors? Ouais, s'il s'avérait vrai, je crois que ce n'est pas, comment dire, moralement bon. C'est vrai que les politiciens ont leurs calculs. Ils vont dire, ils voient toujours leurs intérêts. Ils vont dire, présenter leurs intérêts. Mais quelque part, il faut voir sur le plan moral. Sur le plan moral, ça va donner quelle leçon? Et de dire qu'on est dans une république. Une république, ça veut dire, c'est l'État qui appartient à tout le monde. Et le pouvoir doit être distribué à tout le monde. Le pouvoir est, dans notre constitution, géré par les partis politiques, parce qu'il faut être membre d'un parti politique pour participer à la gestion du pays, ou bien être indépendant, mais dans le cas de ce que vous dites, l'exemple que vous donnez, il y a un parti politique, et je crois, dans le cadre d'un parti politique, les jeux doivent être partagés. Parce que tout le monde doit partager un peu la gestion, participer à la gestion. Est-ce que ce même vieux visage-là peut encore revenir? Pour moi, ça c'est mon point de vue personnel, je crois qu'il faut essayer le sang nouveau. Tous les vieux visages là, c'est vrai qu'on est habitué à eux, ils ont fait leur temps. Bien qu'ils ne voudront pas laisser, il faut qu'on leur pousse à laisser. Eux-mêmes déjà, ils ont des enfants, ils ont des dauphins, ainsi de suite. Il faut qu'on leur pousse à laisser la chose, laisser la place aux autres aussi. Comment ces jeunes-là vont apprendre? Il y a des jeunes qui vont atteindre la cinquantaine maintenant, sans avoir même participé à quelque chose, à la gestion de quelque chose, même d'une boutique, ou même d'une avenue dans la société. C'est pas bien. On peut leur donner aussi la chance de participer. C'est ça. Toujours dans ce même registre, j'aimerais un peu savoir, aujourd'hui, au cas où il y aurait un indépendant qui serait élu, ça ne sera pas une déception pour la mouvance présidentielle? Oui, en tant que, comment dire, politicien, parce que les politiciens aiment toujours leurs intérêts. Les intérêts, ils calculent par rapport à leurs intérêts, ainsi de suite. Un indépendant qui est élu, ça sera la catastrophe pour eux. Ça sera la catastrophe pour eux. Et bon, je crois qu'on a vu dans le passé, ça s'est réalisé avec M. Kengwa Dondo. Il était indépendant, il a été élu, et après c'est... Il avait battu chez Okitondo. Ouais, et c'est la République qui a gagné. Ça faut voir ça. Quel est le profil d'un président du Sénat? Ouais, mais je viens de dire ici, ça doit être un rassembleur. Ça doit être un rassembleur, quelqu'un qui inspire la confiance. Ça, c'est très important. Parce que, comme on dit, le Sénat, c'est la chambre des sages. Quand il y a eu des discussions dans d'autres chambres, les gens peuvent se référer au Sénat parce qu'on dit que c'est là où on trouve tous les chevronnés qui sont passés par l'administration, par les banques, par les affaires, et ils se retrouvent là-bas pour un peu faire profiter de leur expérience la apparemment, nation. nous voyons ils sont trop jeunes, le fils d'eux se retrouver au Sénat sans expérience. Ouais, ça c'est encore une entorse. C'est une entorse. C'est vrai qu'on doit apprendre. Ces jeunes-là doivent participer, mais on ne peut pas participer, commencer directement par le top. C'est pour ça il y a beaucoup d'hésitations, les gens sont en train d'évoluer par essai-erreur, et ainsi de suite. Non, il y a un minimum quand même de compétences qu'on doit avoir pour être sénateur, je crois. Parce que quand on dit qu'on représente les provinces, dans les provinces, il y a beaucoup de compétences. Et en tant que sénateur d'une province, je dois être quelqu'un qui a beaucoup de compétences et d'expérience à faire prévaloir. Je me rends un peu qu'une parole de cette question sur le cumul de postes.
et le clientélisme que sévit actuellement. Une seule personne, je vais toujours marteler sur la question de Fifi Masuka. Elle est en même temps, parce qu'elle a battu record, hein, elle est sénatrice, elle est gouverneure, elle est députée nationale, députée provinciale et conseillère communale. Aujourd'hui, son assistante, c'est sa fille, son fils est nommé ministre provincial, sa petite soeur est nommée je ne sais pas qui. Donc il y a vraiment le népotisme aujourd'hui. Mais sans être inquiété, parce qu'il est de la mouvance présidentielle. Oui, c'est encore ce que je qualifie d'égoïsme des politiciens. Les politiciens, bon, en tout cas, la politique telle qu'elle est conçue ici chez nous au Congo, elle est devenue trop mercantiliste. Et ça aussi, moi, je peux donner du tort un peu aux politiciens, mais la population participe aussi à ça. Quand nous sommes allés en campagne, vous avez vu, on vous dit, j'ai vu des populations qui me disaient, ah, nous, c'est seulement l'argent. Si vous nous donnez l'argent, on vote. Si on ne vous donnez pas l'argent, j'ai vu le jour du vote, ça c'est une expérience, quelqu'un qui dit, je ne vote pas tant que je n'ai pas reçu l'argent d'un candidat. Ah, ça c'est la catastrophe. Changement des mentalités. Ça doit changer parce que sinon, encore une fois, on va se réveiller un jour ici et le pays n'existe plus parce qu'il y a eu quelqu'un qui a eu beaucoup d'argent pour acheter tout le monde, tout ce monde-là. Quelque part, la population aussi est responsable de sa souffrance. Oui, on est responsable, nous, population, de notre souffrance. Et le comble est que ce sont les politiciens qui ont inclus ça dans la tête de gens. En venant en campagne, on doit distribuer de biens, on doit donner de l'argent, mais vous ne savez pas qui est-ce que vous êtes en train de donner les voix. Est-ce qu'il sera pour vous un porte-bonheur? Est-ce qu'il va porter votre voix plus haut? C'est ça le comble. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un jeu qui se fait entre la population et les politiciens, et un jeu de dupes. La population participe au jeu, peut-être sans le savoir, je ne sais pas, ou en le sachant et en disant que non, alors, qu'est-ce qu'on a à gagner dans cette histoire-là? Parce qu'on sait que les politiciens vont faire leur politique et nous ne serons jamais associés. Mais ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux, comme on dit, on ne peut pas laisser tout un pays aux politiciens seulement. Il y a la société civile, parce qu'en parlant de société civile, je n'entends plus de société civile. On ne sent plus la société civile dans ce pays. Comme dirait peut-être qu'à l'époque, la société civile était liée à des mouvements politiques donnés. Comme les autres sont maintenant au pouvoir, ils sont eux au pouvoir et la société civile et tout le monde. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, selon certaines langues, que le pouvoir actuel veut museler l'opposition et tout celui qui est contre ses actions peut-être. Non, mais écoute, l'opposition doit exister. C'est très important. Il faut résister. Si on muselle, allez, ben, écoute, on doit résister jusqu'au bout. Ça a été toujours comme ça, on a toujours muselé l'opposition. On a essayé de un peu combattre l'opposition, mais l'opposition doit être forte. On doit résister, les opposants doivent résister. Hein? C'est pas que quand, pour un petit rien, on vous essaie de vous calmer, ou vous aussi vous calmer. Non. Il faudra travailler sur base des idées et des idéologies. C'est parce que aussi beaucoup d'opposants sont des opposants de poche. Au sein de l'Union sacrée, quel est le parti qui vous intéresse plus, dont vous trouvez qu'il y a plus de valeur? Oh là, ça c'est une question. Moi, en tout cas, je n'ai pas de réponse là-dessus pour le moment. Je suis en train d'analyser encore les partis qui sont en train d'émerger dans l'Union sacrée. Mais vraiment, il n'y a aucun parti jusque-là qui a attiré mon attention. Moi-même, je suis membre d'un parti. Lequel? Je crois que c'est le meilleur parti qui jusque-là existe. C'est Essor pour la République. Avec Didier Mundela? Oui, avec Didier Mundela. Je suis membre. Et je crois que c'est un parti qui a beaucoup d'avenir. Parce qu'il y a beaucoup de volontarisme là, dans ce parti-là. Il y a beaucoup de volontarisme. Dites-nous un peu, il a été réélu député? Il a été élu député? Oui, il a été élu député. Ah bon? Oui. Il est passé par la Cour constitutionnelle ou bien comment? À la deuxième session. Il a été élu député. C'est ce que je sais. Attendez, qu'est-ce qui vous a plus intéressé dans ce parti-là? Oui. Quelle est sa touche particulière? Oui, je crois que Essor de la République donne la chance à tout le monde. Il donne la chance à tous les jeunes. Ce sont des nouveaux, tous sont des gens de nouveaux.
des jeunes qui viennent des institutions, de la société civile, qui viennent de la diaspora, et ainsi de suite, qui viennent et qui commencent à participer, à donner les idées, à participer dans la conception du parti. Et ils se positionnent bien dans la hiérarchie du parti, quoi. Ça, c'est quelque chose à saluer de ce côté-là. Ce parti-là existe depuis combien de temps? Je suis parmi les gens qui ont observé la création de ce parti-là. Ça existe depuis, si ma mémoire est bonne, on a maintenant 3 ans. Ça fait 3 ans. 4 ans, oui. Vous avez eu combien de députés? Jusque-là, en tant que plateforme, on a eu, si ma mémoire, je ne sais pas très bien, mais on a eu, parce qu'on a créé aussi une plateforme, on doit avoir eu à peu près 6 députés. Parlons un peu sur la vie de Kinshasa. Comment vous trouvez Daniel Bumba? A-t-il vraiment des compétences? Bon, je ne le connais pas personnellement. Je préfère le juger sur ses actes. Je ne le connais pas personnellement, encore une fois. J'aimerais voir dans les 100 jours qui viennent, qu'est-ce qu'il va poser comme acte. J'ai appris qu'on a investi son gouvernement que la semaine passée. On va voir ce qu'il va faire. On va voir ce qu'il va faire. J'ai vu beaucoup d'idées et c'est ça, quoi. On attend. Parlons un peu du Génécoste. Commémoration du Génécoste à Kisangani. Ouais. Quel état d'esprit avez-vous reçu cette situation? Oui. D'abord, c'est quelque chose, un événement que j'ai reçu avec beaucoup d'émotion. Après le temps, je me suis calmé et j'ai voulu aborder cette question-là avec plus de lucidité. En disant que c'est un drame qui a survenu effectivement dans notre pays et sur lequel nous devons travailler en tirant des conséquences. En tirant des conséquences et en faisant de sorte qu'il faudra qu'on arrive à se mettre d'accord en tant que nation qu'on doit mettre tout en œuvre pour qu'une histoire pareille ne revienne plus. Ça veut dire 2 pays qui traversent bonnement la frontière et qui viennent se battre chez nous et tuer la population congolaise. Il faudra qu'on fournisse tous les efforts possibles sur le plan humain et même peut-être idéologique surtout pour que ça n'arrive plus. Ce genre de choses ne déterminent pas ou encore ne traduisent pas la fragilité de nos autorités? De la nation, peut-être. Je dirais plus de la nation, parce que les autorités passent. C'est quelque chose qui est arrivé il y a maintenant plus de 20 ans. Beaucoup d'autorités sont passées et la nation est restée. Donc pour moi, ça reflète vraiment la fragilité de notre nation. Toute nation qui existe ne peut jamais tolérer ça. Là, si c'est possible, veuillez nous balancer déjà la vidéo du Génécoste, dont la primature est allée rendre visite à Kisangani, à commémorer. Allez-y. Ouais, donc en tant que nation, nous devons nous mettre d'accord là-dessus. On doit commencer par là, l'idéologie, dire que nous n'accepterons plus jamais que des étrangers viennent dans notre pays, quels qu'ils soient, même s'ils ont quelle force, s'ils viennent et se battent chez nous comme ça, nous devons nous lever tous comme un seul homme et stopper cette histoire-là. Ça, c'est la première chose. Et nous devons maintenant, à partir d'aujourd'hui, mobiliser tous les efforts possibles qui peuvent exister pour que cette chose ne se répète plus. Comment éviter ça? Oui, on a dit... Parce qu'aujourd'hui, il y a des morts, quand nous parlons à Goma, là-bas, à l'est du pays, il y a plus de 12 millions de Congolais qui meurent. Vous imaginez, ça continue. Il y a plusieurs territoires qui sont toujours occupés. Comment éviter ça? Ouais, notre armée doit, comment dire, doit monter en puissance, comme ça qu'on appelle maintenant, parce que les politiciens ont toujours la montée en puissance de l'armée. Il faudra vraiment rendre effectif cette montée en puissance de l'armée. Mais c'est vrai que c'est une chose qui ne se fait pas en un jour. Hein. Il faut des années pour arriver à ce point-là. Mais ce qui est important, il faut que nous commencions. Il faut que nous commencions à le faire. Et je pense que bon, l'effort qui est fait là, c'est déjà bien. Mais il faut encore faire un peu plus. Je salue les éléments de nos forces armées. Faites-vous la différence entre les éléments de l'ex-phase
et l'actuel? Y a-t-il une différence? En quoi ils se diffèrent? Bon, j'ai vécu les ex-phases, Oui, oui. j'ai vécu les actuels. Il y a toujours, bon, ce sont des œuvres humaines, hein. Il y a du bon et du mauvais de part et d'autre. On peut dire, à l'époque des ex-phases, on pouvait voir une armée Puissante, forte, peut se dire puissante, qui peut se dire forte, qui allait même qui a renforcer donné, certains, voilà, certains pays en temps de guerre. qui a fait quelques résultats, qui a donné quelques bons résultats. Une armée quand même qui parlait d'elle, hein, à l'époque, mais qui ne manquait pas, à la fin surtout, qui n'a pas manqué des points faibles aussi. C'était avec l'effritement du pouvoir de l'ex-président Mobutu. Mais ça avait du bon côté. Eux aussi, ceux qui viennent maintenant, il faut qu'on leur donne la chance. C'est une armée qui est, je sais pas, qui est assez jeune, mais qui a connu beaucoup de mixages, je sais pas, tous les termes qu'on a utilisés là pour La mélanger 6e année les maintenant, on catégories de nous gens. parle de l'infiltration. Pendant 6 ans, il n'y a pas eu moyen de faire quelque chose. Ouais, mais je me mets à la place des gens qui font ça, c'est pas facile. C'est dire qu'on va dégager. C'est des fois des mixages, là, ça veut dire, c'est des mixages de toutes des troupes, c'est-à-dire des milliers de personnes qu'on fait entrer dans l'armée. Et on ne se débarrasse pas des milliers de personnes armées jusqu'aux dents, comme ça. Ça ne se fait pas comme ça, à partir d'un coup de bâton magique, hein. Il faut une stratégie, il faut beaucoup de choses. Il faut comprendre, parce que ces gens-là sont dans l'armée, et s'ils se sentent en insécurité, ils peuvent se retourner contre nous à tout moment. Est-ce que ceux qui sont victimes du Génécoste seront-ils indemnisés? On espère, oui. J'espère franchement, personnellement, qu'on devra arriver au point d'indemniser ces victimes-là. Ouganda a prévu une centaine de millions pour indemniser. Est-ce que ça ne sera pas aussi un autre moyen pour favoriser les détourneurs? Nous connaissons le joueur, leur jeu. Hein. Il ne faudra pas que ça arrive jusqu'à ce niveau-là. Si moi, personnellement, parlant de Génécoste, je suis intéressé parce que je suis de la Tchopo, comme vous savez, oui. et je vois toutes les victimes de ces Génocostes-là. Il y en a qui vivent dehors à Kisangani. Si vous allez à Kisangani, j'ai fait une opération quand j'étais là en campagne de distribution des bâches. Tu vois, il y a des gens qui dorment dehors parce que c'est vrai, il y a des inondations à ciel ouvert, avec les moustiques, vous connaissez, c'est dans la forêt équatoriale, donc beaucoup de moustiques, ainsi de suite. C'est vraiment un problème que nos autorités doivent prendre à bras le corps. Maintenant, je suis content que quand même les gens soient impliqués. J'ai vu, on a interpellé la personne qui est responsable de la gestion de ce fonds-là, et il faut qu'il nous explique bien où est allé jusque-là l'argent qui a été perçu, qui a été versé par l'Ouganda. Nous devons voir clair jusqu'au dernier dollar. Nous devons savoir si ça est parti où. Ça, nous y tenons en tant qu'originaire de la Tchopo. Quelles sont les propositions à faire au gouvernement? Ben, je ne sais même pas s'il faut faire des propositions au gouvernement parce qu'ils savent tout. On a déjà fait les propositions, mais je peux encore répéter. Savoir, la répétition est la mère de la science. Je peux répéter, je sais que là, dans la Tchopo, on a beaucoup de problèmes d'infrastructures. On manque de courant, on manque d'eau à la Tchopo, on manque de routes. Qui sont les députés de la Tchopo? Les députés qui sont passés à la Tchopo, je connais, il y a 4 qui sont passés, je ne connais pas très bien leur... Est-ce que vous êtes en contact avec eux? En tant que fils de Tchopo, oui, effectivement, on est dans des forums ensemble, on partage des idées, on participe dans des forums avec eux. C'est des braves hommes, oui, je sais, je connais tous des braves hommes qui ont beaucoup lutté pour la province, je les félicite bien. Ils ont beaucoup lutté pour la province, mais maintenant ils sont élus députés, ils doivent prouver. Ils sont maintenant dans les terrains de football, ils doivent prouver comment ils seront capables de parler pour nous. Une autre proposition par rapport à ce que nous avons parlé sur le relèvement de l'économie, les relèvements de l'entrepreneuriat, des propositions au gouvernement. Ouais, les propositions, c'était
Bon, j'ai dit, il faut encore un peu plus investir dans l'agriculture. C'est-à-dire, ouais, il y a un autre domaine que j'avais oublié, c'est les nouvelles technologies. Les nouvelles technologies, c'est un domaine où on est encore loin dans notre pays. On est encore très loin. Est-ce que tout le monde a accès à la nouvelle technologie? Non, pas du tout. C'est-à-dire, c'est un chemin, c'est un terrain qui est encore vierge, où on peut employer beaucoup de gens, où on peut employer beaucoup de jeunes qui viennent. Il y a beaucoup de jeunes qui savent manipuler, même sans formation des fois, les nouvelles technologies. Tu vas voir des spécialistes en réparation de téléphones, en montage gauche-droite, ainsi de suite. Pourquoi on peut pas, par exemple, nous faire ici une unité de montage de téléphones? Ça se fait maintenant partout. Ça se fait maintenant partout, hein. Une unité de montage de téléphone. Ici, les pièces viennent et on monte les téléphones ici sur place. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites dans ce domaine-là. On dit qu'il y a la fibre optique. On a tiré la fibre optique ici. Il faut qu'on en profite. Ça ne doit pas être ici et les jeunes ne savent pas. On trouve encore des gens qui n'ont pas accès à la nouvelle technologie. Non, non, non. Il faut qu'on aille dans ce terrain-là. Il y a beaucoup de choses à faire. La conception des petites applications, la vente en ligne. Ça, c'est un domaine qui est en train de monter. La vente en ligne. J'ai vu ici, ce sont les expatriés qui font ça. Les Marocains qui viennent, qui font ça. Mais maintenant, il faut que nos jeunes sachent le faire. Comment on vend en ligne, comment on peut vendre, comment on peut livrer, comment on peut faire les dépôts en ligne, comment on peut... Tout ça, c'est exploité. Même les mobile man ici, c'est encore pas bien exploité dans notre pays. Il faudra qu'on arrive à bien exploiter ça. Ça va donner de l'emploi à nos jeunes. Vous regardez la caméra, adressez-vous au public votre mot de la fin. Bon, mot de la fin pour aujourd'hui, je vais dire merci à tous les amis, tout le public qui nous suit. Nous sommes là pour apporter notre petit apport pour notre pays. C'est un pays, notre pays nous a tout donné. Il nous a donné des frères, des sœurs, il nous a donné une population, il nous a donné des richesses, il nous a donné la connaissance, il nous a donné, nous a fait voyager même. Il faudra que tout ce qu'on a appris, qu'on puisse délivrer encore ça à la population. C'est tout ce qu'on peut donner maintenant. Merci bien. Monsieur Eddy Botela Bassouli, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, madame. Ce n'est pas la dernière fois. Je suis toujours disponible. Et voilà, mesdames et messieurs, on a discuté sur... c'est vrai, nous parlons chaque jour politique, mais on a voulu un peu parler sur l'aspect social, économique, l'aspect diplomatique, parce que lorsque l'économie est forte, la politique aussi est très élevée. Merci à Roni et à Enoch, et puis à Light Moutonjo. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu protège nos FARDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah.